Ondine du Crevon et son officier. Troisième partie. Les amoureux. La naïade du Crevon. Friedrich, 16 mai 1943. Le bord du Crevon me semble un bon endroit pour me poser et me replonger dans mon roman favori. J'ai ôté ma casquette, ma veste, mes bottes et mes chaussettes pour être à l'aise et profiter de l'ombre bienfaisante des arbres du bord de la rivière. Je m'installe adossé confortablement à un arbre pour lire. Je suis brusquement distrait de ma lecture par des craquements de branches, avant de voir apparaître une jeune femme, très jolie d'ailleurs. Elle ne m'a apparemment pas vue. Sous mon regard médusé, elle enlève sa robe légère et attache ses longs cheveux blonds sur le dessus de sa tête. Elle ne garde que ses sous-vêtements. Son corps mince et délié est parfait. Sous mes yeux écarquillés, elle entre dans l'eau pour nager malgré le courant. Subjuguée par le spectacle, je pense aux mythes sur les ondines, ces nymphes de l'eau, qui aiment se tenir assises au bord des lacs, rivières ou fontaines, en peignant leurs longs cheveux d'or ou se baigner dans les cascades. J'ai envie de l'appeler Ondine, comme dans cette légende que me racontait ma mère quand j'étais petit. Je voudrais être celui qu'elle aimera, mais contrairement à la légende, je ne me lasserai jamais d'elle. Quel idiot je fais! Je vois cette fille pour la première fois. Elle ne m'a toujours pas vue, et tout en faisant semblant de lire, mon livre posé sur mes jambes croisées, je profite de ce spectacle inattendu. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'elle perçoit ma présence et s'arrête de nager. Son corps s'abaisse dans l'eau et elle me fixe ainsi immergée. « Que faites-vous là ?» me demande-t-elle d'un ton un peu brusque. Ma réponse fuse, laconique, face au regard surpris de ses magnifiques yeux bleus. Je me suis installée ici à l'ombre pour lire, comme vous pouvez le constater. Depuis combien de temps ? Bien avant votre arrivée. Elle rougit jusqu'aux oreilles et s'abaisse encore un peu plus dans l'eau. Elle vient certainement de réaliser que j'ai assisté à son effeuillage. Dommage qu'elle n'ait pas tout enlevé. Je pensais être seule. D'habitude, personne ne vient ici. C'est un peu mon endroit secret quand il fait chaud. Eh bien, il n'est plus aussi secret, m'exclamai-je avec un sourire. Elle jette un œil vers sa robe abandonnée par terre un peu plus loin. Pouvez-vous vous tourner pendant que je sors de l'eau et que je me rhabille ? Je ne la lâche pas des yeux. Elle est vraiment très jolie, avec ses cheveux relevés en fouillis, ses immenses yeux azur et son petit nez en trompette. Vous savez, j'en ai déjà vu beaucoup avant que vous n'entriez dans l'eau. Mais je m'incline. Si je mets mes mains devant mes yeux, n'est-ce pas suffisant ? Non, vous pourriez tricher. Tournez-vous. J'obtempère avec un soupir. J'aurais aimé voir cette jolie Vénus sortir de l'onde. Je l'imagine, les sous-vêtements trempés, moulant parfaitement sa jolie silhouette, car j'ai eu largement le temps de l'observer lorsqu'elle se déshabillait. Des petits seins haut placés, une taille fine, de longues jambes, le genre de fille sur laquelle les hommes se retournent automatiquement. Ces pensées ne me laissent pas de marbre. Une douce chaleur envahit mon bas-ventre. J'inspire profondément pour maîtriser une érection débutante. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Je ne demande pas mon reste et reprends ma position initiale. La jeune nageuse n'est qu'à quelques mètres de moi. Je ne vous ai jamais vu par ici, dit-elle soudain en détachant ses cheveux. Ses sous-vêtements mouillés imprègnent sa robe qui adhère à sa peau, révélant presque plus de son anatomie que si elle était nue. Normal, c'est la première fois que je viens dans votre endroit secret. Mais vous, j'imagine que vous êtes d'ici. Si on veut. En réalité, je viens de Ry. Et je suis venue à Saint-Denis voir ma marraine et j'en ai profité pour me rafraîchir. Elle me fixe à son tour. J'ai l'impression d'être photographiée sous toutes les coutures. Elle se rapproche tout en reprenant ses questions. Et
Que lisiez-vous, monsieur l'indiscret? Madame Bovary, mademoiselle, je ne sais pas comment, réponds-je du tac au tac. Vous plaisantez, lance-t-elle ironique. Absolument pas. Je suis venue dans le coin pour voir les lieux qui ont soi-disant inspiré Flaubert. Vous l'ignorez peut-être, mais en réalité, Flaubert s'est amusé à jouer avec les noms de différents lieux, altérant la toponymie du pays en mêlant des noms de lieux imaginaires ou légèrement modifiés à des noms de lieux réels pour qu'on ne puisse pas reconnaître un lieu précis. Le seul élément commun vraisemblable entre Ry et Yonville est sa rue principale, longue d'une portée de fusil et bordée de quelques boutiques. Je la regarde stupéfait. Elle cite les termes mêmes de l'auteur pour évoquer Yonville dans la deuxième partie du livre au chapitre 1 que je viens juste de relire. Ma parole, elle connaît le livre par cœur. Mais cette description peut correspondre à de nombreux villages dans la région, poursuit-elle. En revanche, Flaubert se serait inspiré d'une triste histoire qui s'est bien passée à Ry, celle du suicide par ingestion d'arsenic de Véronique Delphine Couturier, épouse de l'officier de santé Eugène de Lamarre, ancien élève d'Achille Flaubert. La maison des de Lamarre à Ry existe toujours. Merci pour ces précisions, mais cela ne me dit pas votre nom, insistai-je. Eh bien, monsieur l'inconnu, je m'appelle Emma. Elle m'observe, scrutant ma réaction devant cette information. Emma? Comme Madame Bovary? Comme l'héroïne de Flaubert. Ma mère adore ce livre. Plus cocasse encore, le nom de jeune fille de ma mère est Rouault. Elle s'appelait Louise Rouault, avant de devenir Madame Conteville, épouse de maître Charles Conteville, notaire à Ry, comme son père et son grand-père avant lui. Sans blague, m'exclamai-je, c'est le nom de jeune fille d'Emma dans le livre. En effet, mais moi je m'appelle Conteville, Emma Conteville. Et vous? Frédéric, comme le héros de l'éducation sentimentale, rétorquai-je avec un sourire entendu. Elle darde ses yeux sur les miens avant de poursuivre moqueuse. Il ne manquerait plus que votre nom soit Moreau. Non, en réalité, je m'appelle Friedrich. Friedrich von Richter, Oberleutnant dans la Wehrmacht. Le regard d'Emma se fige d'un seul coup et se porte au même moment sur mes vêtements et mes bottes, posées non loin de moi. Vous êtes allemand? Finit-elle par articuler. Mais vous parlez français sans accent. Mon père est allemand, mais ma mère est alsacienne. Elle m'a parlé français dès mon plus jeune âge. Mon interlocutrice semble avoir perdu et son sourire et sa voix. Je vois bien que cette vérité vous déplaît. Mais n'ayez pas peur, Emma. Je ne vous veux aucun mal. Je sais que je ne suis pas à ma place dans votre pays. Comme vous, je n'ai pas voulu cette guerre. Comme les Français en âge de servir en 1939, j'ai été moi aussi mobilisée. J'aurais préféré poursuivre tranquillement mes études de littérature française. Je suis désolée, répond-elle en s'approchant de moi pour s'asseoir par terre. Ma réaction a été, comment dire, épidermique. Les relations avec vos compatriotes ne sont pas toujours agréables. Je comprends votre réaction, Emma. J'y suis habituée. Quoique certains Français soient plus qu'amicaux avec nous. Enfin, amicaux n'est pas le bon terme pour ces gens-là. Obséquieux conviendrait mieux. Mais ce ne sont pas ceux que j'apprécie le plus. La jeune fille me considère surprise par mes propos. Seriez-vous en train de me dire qu'à la limite, vous préférez les résistants aux collabos? En effet, j'ai des difficultés à comprendre l'attitude des collabos. Je fais bien entendu la différence entre ceux qui adhèrent à l'idéologie nazie et ceux qui fricotent avec nous par intérêt. Mais je ne comprends ni les uns ni les autres. Comment peut-on adhérer à un régime totalitaire et raciste? Comment peut-on profiter de la guerre pour s'enrichir au détriment de ceux qui n'ont plus rien? Les résistants, eux, je les comprends. Ils veulent jeter dehors les occupants que nous sommes
pour recouvrer leur liberté, leur pays. Vous ignorez si je ne suis pas une collabo ou une espionne allemande déguisée. Je pourrais vous dénoncer comme traître à votre patrie, Friedrich von Richter. » Ses yeux, redevenus rieurs, démentent ses propos. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Dieu qu'elle est belle. Mais il est vrai que je n'aurais pas dû lui en dire tant. Toutefois, je suis certain qu'elle ne me dénoncerait pas. Tant pis, ce qui est dit, je ne me renierai pas. J'ai vu trop d'horreurs depuis le début de cette guerre. J'ai toujours détesté la guerre, mais celle-ci est la pire de toutes. J'imagine que comme vous êtes soldat depuis 1939, vous avez combattu en Pologne. Oui, j'ai participé à la campagne de Pologne, puis à celle de l'Ouest, en Belgique et en France, avant d'être envoyé de nouveau à l'Est, en Russie. Et tuer des hommes ne vous dérange pas? C'est la guerre. Et bien souvent, c'est eux ou moi, réponds-je tristement. Je n'ai pas tué par plaisir. Croyez-moi, ce que j'ai vu en Pologne et en Russie, je ne pourrai jamais l'oublier. Puis, j'ai été blessé sur le front russe en février cette année. J'ai passé plus de 2 mois à l'hôpital avant d'être envoyé ici en France. Elle semble déstabilisée. Mon uniforme la dérange, mais elle ne sait plus quelle attitude adopter. Vous faites partie des soldats qui logent au château? Non. Je travaille à Rouen, à la Kommandantur. J'ai un rôle purement administratif et aussi comme traducteur-interprète. Emma ne semble plus effrayée de se trouver devant un Boche. Elle m'écoute attentivement. Je ne sais pas si c'est par pure courtoisie ou parce qu'elle s'intéresse vraiment à moi et à ce que je lui raconte. Donc, vous êtes vraiment venu ici dans cette vallée pour suivre les traces d'Emma Bovary? Absolument, enfin presque, car j'y venais aussi pour le travail. C'est la seconde fois que j'y viens et mon objectif aujourd'hui était de voir le château de la Huchette, lieu des rendez-vous galants d'Emma. Mais j'ai rencontré une autre Emma, bien réelle celle-là. Certes, mais contrairement à Emma Bovary, j'ai les pieds sur terre et des aspirations très réalistes. Je suis sentimentale et je rêve peut-être de passion, mais certainement pas de luxe et de vie mondaine. Je ne fuis pas la réalité comme elle qui rêve sa vie, mais ne la vit pas. Moi, je suis satisfaite de ma vie quotidienne, même si elle n'est pas facile en temps de guerre. Je vois que vous avez bien cerné Madame Bovary. Elle est à la fois une figure romantique et une critique poignante de l'insatisfaction humaine face à la vie ordinaire. Certes, je suis venue ici à cause du livre, mais j'aime aussi beaucoup cette vallée, avec ses paysages verdoyants et bucoliques. J'ai toujours préféré la campagne à la ville, où je ne suis allée que pour mes études. De quelle région venez-vous, Friedrich? De Bade, et plus précisément de la Forêt-Noire, une région de moyenne montagne, comme les Vosges. Je m'interromps pensant à ma région, que je n'ai revue que 3 fois en bientôt 4 ans. Puis je reprends mes esprits. Mes yeux croisent ceux d'Emma qui m'observe toujours. Ses lèvres roses sont entr'ouvertes sur un sourire qui me semble compatissant. J'ai envie de l'embrasser, mais je me retiens. Elle ne désire vraisemblablement que se montrer polie. Si c'est le cas, son attention me touche quand même. Je vérifie l'heure à ma montre-bracelet. « Quelle heure est-il » me demande-t-elle, voyant mon geste. « Bientôt 16 heures. Il va falloir que j'y aille. Merci pour cette conversation intéressante. Je suis ravie de vous avoir rencontré, Friedrich. Bien que vous soyez allemand. C'est moi qui vous remercie, Emma. Il y a longtemps que je n'avais pas parlé à cœur ouvert avec quelqu'un. Et en outre, vous m'avez offert un joli tableau en arrivant. Si j'étais peintre, j'aurais aimé immortaliser ce moment. Mais manifestement, vous ne l'êtes pas, dit-elle en se relevant. Contentez-vous de garder ce tableau dans un coin de votre tête. Rien que pour vous, Oberleutnant. De toute façon, je n'ai aucun moyen de vous l'interdire. Et qui sait, peut-être nous reverrons-nous un jour. Alors, au revoir, Friedrich. Je la regarde s'éloigner d'un pas alerte. Elle est aussi belle de dos que de face. Je renfile mes chaussettes et mes bottes,
revisse ma casquette sur ma tête. Je récupère ma veste que je dépose sur mon avant-bras après avoir glissé le livre de Flaubert dans une de mes poches, et je me redirige vers le château où Hans doit m'attendre, à moins qu'il ne soit encore très occupé avec Simone. Au final, mon ordonnance m'attend déjà dans la voiture. « Alors, Oberleutnant, vous avez trouvé un coin tranquille pour lire ?» J'ai trouvé un endroit très agréable où j'ai fait une très jolie rencontre. En réalité, j'ai plus parlé que lu. Oh, il y a une femme là-dessous. En effet, et très jolie. Bien, assez discuté de moi. Tu as vu ta Simone ? Ouais. Les discussions sont un peu limitées, vu qu'elle ne parle pas allemand et que je parle très peu français. Mais nous échangeons beaucoup par gestes, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Allez, démarre. Je te paye un verre au café-épicerie du village. 5 minutes après, nous stoppons devant l'établissement. Les gens du coin nous regardent un peu de travers, mais je n'en ai cure. Nous nous asseyons à une table proche de l'entrée et je commande du cidre pour Hans et moi. Les conversations qui se sont arrêtées lorsque nous sommes entrés reprennent. J'allume une cigarette et en offre une à Hans. La voix du patron du café retentit soudain. « Tiens, regardez, qui voilà, les gars. La belle Emma. Il y a un moment qu'on ne t'a pas vue dans le coin. »« Le travail, monsieur Pierre. »« Il me laisse peu de loisirs, » répond une voix féminine que j'aurais reconnue aussitôt, si le patron n'avait pas déjà cité le nom de la jeune fille. Je suis dissimulée derrière un poteau. Emma ne peut me voir, mais moi, je peux l'admirer à loisir. J'imagine que tu ne dois pas chômer à l'hospice général. Tiens d'ailleurs, puisque tu travailles là-bas, tu t'es peut-être occupé de ma sœur le mois dernier. Elle a été opérée par le docteur Petit. Je travaille en effet dans le service du docteur Petit, mais dans la salle Péquet, côté homme. Votre sœur était certainement dans la salle Soyer. Ah, c'est possible. En tout cas, le docteur Petit est un sacré chirurgien. Il lui a sauvé la vie. C'est d'ailleurs marrant, nous portons le même nom. Je vois Emma sourire sans rebondir sur les propos du patron, qui poursuit. C'est dommage que tu sois devenue infirmière. Je t'aurais bien vu reprendre le café-épicerie avec mon Gustave, si tu l'avais épousé. Emma éclate de rire. Épouser Gustave ? Ça n'aurait jamais fonctionné, monsieur Pierre. Nous nous connaissons depuis que nous sommes gamins, et nous nous sommes toujours chamaillés. Il ne m'apprécie pas, et moi non plus. Et surtout, j'aime mon métier. Quant au mariage, j'épouserai quelqu'un dont je serai amoureuse. Le patron soupire profondément, l'air déçu. Moi, je ne le suis pas. Emma est donc libre. Elle enchaîne avec une liste de provisions. C'est gentil de faire les courses d'Irène, déclare monsieur Petit quand la liste se termine, et qu'il récupère les tickets d'alimentation. Tu lui souhaiteras le bonjour de ma part ? Et je n'y manquerai pas. À la prochaine, monsieur Pierre. De nouveau, je la vois s'éloigner de sa démarche dansante. Hans m'observe avec un sourire en coin. Il n'a rien compris de l'échange entre la jeune femme et le patron du café, mais il a bien repéré la direction de mes yeux. « C'est elle ?» me demande-t-il. Je hoche la tête avec un petit sourire. « Elle vous aviez dit très jolie. Vous êtes en dessous de la vérité, Oberleutnant. Elle est magnifique. » « Oui. Et moi qui pensais qu'elle vivait à Rie, je viens d'apprendre qu'elle travaille à Rouen. Et à quel endroit exactement ? » Vous êtes donc quasiment sûr de la revoir ? Je l'espère, mais je ne veux pas forcer les choses. Elle n'apprécie pas particulièrement les Allemands. Cette précision fait rire Hans. Je devine ce qu'il va me dire. Moi je m'en fous, je suis autrichien.